Bonjour à tous, bienvenue sur Delirium Inferni. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose dont j'ai fait la promesse déjà à plusieurs reprises et qu'il est peut-être plus que temps d'aborder, c'est-à-dire la question du mal. Alors, je ne voudrais pas faire des promesses de Gascon, la question du mal n'est pas une question que l'on peut traiter comme ça en une vidéo de 15 à 20 minutes qui permettent d'avoir une vision un peu exhaustive de la problématique. La question du mal, c'est tout d'abord la question de la définition du mal, puisque selon l'aspect par lequel on aborde cette expertise ou cette enquête, on va avoir des résultats tout à fait différents. C'est-à-dire, donc en fait, la question du mal peut très intuitivement être celle du mal physique. Un signal nerveux. Donc si on prend une espèce de métaphore de la douleur, c'est un mal qui signale au corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Voilà. Bon, super. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça change pas exactement la vie de savoir que le mal, c'est un détecteur de dysfonctionnement ou de déséquilibre. Pour autant, c'est intéressant de l'envisager de ce point de vue-là, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été envisagé selon un autre point de vue. La question du mal a toujours été traitée de façon à ce qu'on tourne autour du pot. On a des livres qui sont par ailleurs très intéressants, qui se revendiquent s'attacher intégralement et uniquement à la question du mal, qui finalement concluent sur le mal, c'est l'absence. C'est-à-dire que c'est un trou. Donc finalement, eux, ils tournent autour du trou. Et ils ne vont pas dans le cône ou dans le trou qui pourrait constituer ce mal. Par exemple, sur un bout de tissu, un trou, ce serait le mal du point de vue de l'intégrité du bout de tissu. Or non, puisque le bout de tissu qui est troué, il a une particularité qui est définie par la qualité du trou, à savoir un déchirement, la consommation dans le cadre des mythes par exemple. Enfin, on va pas passer la vidéo là-dessus, ça n'a strictement aucun intérêt, mais ce que je veux dire c'est que le trou en soi est insignifiant. Et un plus loin signifiant, et non pas insignifiant. Il a de la signifiance. Et c'est très important puisque le mal est un principe de signification. Donc on va effectivement, moi je vais vous ouvrir, on ouvre un cycle là, donc cette vidéo c'est une sorte, ce que la philosophie appelle de la propédeutique, c'est-à-dire que c'est une vidéo préparatoire, où en fait finalement vous n'allez avoir strictement aucune réponse, mais je ne pense pas de toute façon vous apporter la moindre réponse, je pense simplement vous apporter les différentes pistes, on va dire une axiologie de la ramification du mal, qui à mon sens est pertinente en tant que sujet d'étude, mais absolument pas en tant que sujet de réponse. Donc je vais simplement dans cette vidéo présenter en fait ce que je vais faire dans le cycle qui vient. Donc en fait, il faut pour cela que je pose le cadre, le cadre philosophique de l'acception du mal, à savoir, on va partir en fait de la considération, enfin de la conception grecque de l'univers, puisque l'univers pour les Grecs c'est une espèce d'immensité structurelle et surtout fonctionnelle et autarcique. C'est-à-dire qu'elle se perpétue elle-même. Donc c'est ce qu'on appelle le cosmos. Le cosmos, c'est une espèce d'immensité. Alors, pour les Grecs circulaires, les chrétiens vont y apporter la verticalité du choix, ce qu'on appelle le libre arbitre, entre les enfers qui sont dans les souterrains et le ciel au ciel. Après, on va avoir comme ça tout un tas de déclinaisons culturelles de ces représentations à la fois du cosmos, mais finalement aussi et essentiellement du bien et du mal. Puisque la question du cosmos chez les Grecs, c'est la question du maintien du cosmos. Tout est fait pour maintenir le cosmos en l'état. Le cosmos doit être maintenu par des gestes, par des pratiques, par des phrases, par des incantations, enfin, c'est ce qu'on appelle la ritualité du maintien du cosmos. Je fais simplement un rapide arrêt qui, à mon sens, est absolument passionnant quand on envisage la question des religions sans préjugés finalement, sans préjugés à l'infinitif. C'est-à-dire que toute pratique rituelle, dans toute religion, est une façon de maintenir le cosmos. Le rituel est une répétition, est une paraphrase, c'est ce que Hans Blumenberg appelle la répétition paraphrastique, est une paraphrase qui va répéter un schème, un item, enfin une unité de sens religieuse, sacrée, poétique, qui va être rassurante parce qu'elle maintient une réalité, ou elle maintient l'immobilité
d'une réalité. C'est important parce qu'en fait, la question de la religion, finalement, ça n'est jamais que le maintien de ce cosmos, quel que soit le modèle du cosmos que l'on envisage. Qu'on envisage comme un cercle, comme une ligne, comme une spirale, comme un tesseract, peu importe, le cosmos est maintenu par l'action de l'homme qui se répète dans ce modèle. Alors ça, c'est vraiment très très important, j'y reviendrai lorsque je parlerai du mal théologique, certainement pas dans cette vidéo. Mais donc, le cosmos grec, c'est une espèce de grande sphère circulaire qui a des mouvements rotatifs qui se maintiennent et qui sont cycliques. C'est-à-dire qu'on a des occurrences, des retours, c'est quelque chose que Nietzsche va énormément exploiter dans le concept de l'éternel retour, c'est-à-dire qu'on va être rassuré par la possibilité d'un retour éternel, d'une infinitude de la possibilité du retour. C'est très très important. Donc le cosmos grec se maintient par le même, ce qu'on appelle le même, ME, accent circonflexe, ME, c'est-à-dire la mêmeté de sa réalité. Perpétuellement, on revient à ce qu'il est à la base. Donc, ce cosmos, il a une importance primordiale, puisque ce cosmos, c'est l'univers. C'est ce que plus tard, les scientifiques appelleront la nature, ou la physique, ou l'univers au sens, cette fois, astrologique et physicien. Et donc, la perception qu'en ont les hommes conditionne la nécessité de l'interaction des hommes. C'est ce qu'on va appeler la prêtrise. C'est-à-dire on va être un prêtre ou une prêtresse, bien sûr, et on va devoir répéter les actes, des incantations, des honneurs, des plus loin honneurs, c'est-à-dire de la nourriture, etc., pour le cadre des rites gréco-romains, par exemple. Et en fait, il faut contenter les dieux pour maintenir les dieux tels qu'ils sont. Donc la participation de l'homme est absolument primordiale. Alors, quand on envisage le cosmos comme finalement, on va pas y aller par quatre chemins, comme une espèce d'immensité phénoménologique, il est tout à fait question de interroger comment est-ce que cette immensité phénoménologique pourrait se déséquilibrer et tomber, et finalement générer le mal cosmologique cette fois-ci, c'est-à-dire l'effondrement. Alors, évidemment, le mal cosmologique, dans la mythologie postmoderne ou contemporaine, je ne rentre pas dans le débat, cet effondrement a un nom, c'est le trou noir. Et en fait, on est en train d'étudier ou de découvrir, ou parfois même d'un peu de poétiser le fait que finalement le trou noir, ce n'est pas tant l'effondrement que ça, et c'est autre chose. Donc c'est une altérité. Donc nous verrons que la question du mal a beaucoup à voir avec l'altérité. Mais cet effondrement cosmologique, ce non-maintien du cosmos, ce serait ce que les Grecs, ce que l'écriture grecque appelle ou cosmos, avec un U, ou akosmos, c'est l'absence de cosmos, c'est-à-dire le chaos. Donc, dans un premier temps, on pourrait envisager le mal comme étant l'absence de structure ou d'harmonie, le chaos. Bien évidemment, moi je ne serais absolument pas convaincu par cette définition, et on va aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand je dis qu'on va aller plus loin? C'est qu'on va aller voir trois types de mal, trois conceptions du mal, à savoir, d'une part, évidemment, le mal théologique, c'est-à-dire la question du mal du point de vue de la fin de l'humanité, fin au sens de la finalité, et donc de la question du télos. Le télos, c'est la fin ultime en grec, c'est la fin ultime ou la fin première, c'est-à-dire le sens. Donc c'est la question du mal théologique mais téléologique, c'est-à-dire que la théologie définit et structure les rapports de l'espèce humaine, sans être aussi pompeux, du genre humain ou de l'individu, au sens de son existence, de l'existence en tant qu'espèce et de l'existence en tant qu'individu. Donc c'est la question du télos. On va aussi voir la question du mal sur le plan moral, donc c'est-à-dire sur le plan politique finalement. Donc, par exemple Hitler, c'est le mal absolu. Nous allons aussi voir, enfin, le mal sur le plan esthétique. Et à mon sens, c'est l'un des aspects les plus intéressants, après la question du télos. Donc, on a trois branches, à partir du tronc du mal, que je propose dans cette série de vidéos de traiter, qui seront donc le mal théologique, le mal moral et le mal politique. Avant ça, je vais faire une vidéo qui sera beaucoup plus complète sur la question du cosmos, sur la question des différentes considérations sur le cosmos, que j'opposerai évidemment entre deux conceptions essentielles pour notre société occidentale, c'est-à-dire la question grecque et la question chrétienne,
qui s'opposent complètement. Alors chrétienne, ça, encore une fois, ça embrasse tout ce qui est chrétien, protestant, catholique, orthodoxe. Et toutes les... Finalement, c'est tout ce qui émane de cette conception-là. Et donc on va voir comment est-ce que ces deux considérations se sont affrontées et en quoi est-ce qu'elles ont permis de donner des philosophies telles que la phénoménologie, l'existentialisme, absolument important, parce que l'existentialisme, c'est le pendant individuel de ce que la phénoménologie est à la société ou est à la structure du tissu social. Donc nous allons faire en fait 4 vidéos sur la question du mal. Une première qui sera une véritable trame de fond sur la question du cosmos, donc on va énormément utiliser Blumenberg. Une deuxième qui enchaînera avec le télos ou la théologie. Une troisième qui enchaînera avec la morale. Et une dernière qui sera sans doute une des plus longues sur la question de l'esthétique, donc de l'art, finalement, de l'art et de la poésie. Et de la poésie. Voilà.